Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h en direct, que vous retrouvez bien sûr en replay tout au long de la semaine sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Et le supplément du lundi à partir de 13h30, là aussi en direct sur Bismart TV et en replay sur notre plateforme, avec bien sûr notre rendez-vous hebdomadaire autour des enjeux techniques de marché. Le plan de trading de Smart Bourse est à suivre dans un instant et ce sont les équipes d'IG qui nous accompagne pour ce rendez-vous. Vincent Bois, analyste chez IG, sera avec nous en plateau pour cette demi-heure. Nous dresserons également un état des lieux macro en cette rentrée, après une semaine qui aura été marquée par une série d'indicateurs concernant le marché du travail américain qui accumule les signes de refroidissement. Est-ce que les choses vont dans la bonne direction du point de vue de la Réserve fédérale américaine, à une vitesse qui permettrait d'ailleurs peut-être aux investisseurs de conserver l'idée d'un soft landing, qui est le grand objectif de la Réserve fédérale américaine pour l'économie américaine. En Europe et en zone euro, les choses sont peut-être un peu différentes, avec un manque de dynamisme qu'on a pu observer dans les enquêtes d'activité à travers l'été et un niveau d'inflation qui reste quand même substantiellement élevé, avec une inflation cœur toujours à plus de 5% en zone euro selon les derniers chiffres qui ont été publiés la semaine dernière. C'est François Cabot, économiste senior zone euro chez AXA IM, qui sera avec nous en visioconférence pour ce décryptage macro de début de semaine. Et puis du côté des marchés, la séance de début de semaine est plutôt calme, avec l'absence des marchés américains qui restent fermés aujourd'hui pour Labor Day, et une belle dynamique sur les marchés asiatiques, avec un sentiment qui est peut-être en train de changer, notamment concernant la Chine, avec des autorités chinoises qui multiplient depuis plusieurs jours maintenant les annonces pour soutenir l'immobilier, les marchés boursiers, la devise. On a vu encore des performances positives pour les marchés chinois ce matin, et notamment la bourse de Hong Kong qui a bondi de 2,5% et qui entraîne les indices européens dans son sillage, avec de petites hausses à signaler à mi-séance en Europe, sans exagération particulière. Des indices qui restent plutôt bien canalisés dans des bandes de fluctuation qui sont bien identifiées depuis plusieurs mois maintenant, et un CAC 40 qui se situe autour de 7325 points à mi-journée. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché dans Smart Bourse, chaque début de semaine, le lundi à 13h30 en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr. C'est avec les équipes d'IG et Vincent Bois qui est avec nous en plateau pour ce plan de trading. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On est encore dans l'ambiance de la rentrée, jour de rentrée des classes aujourd'hui pour les élèves. Et c'est vrai que ce qui frappe en cette rentrée, quand on regarde les indices européens, on peut en prendre différents, c'est cette logique de range, comme on dit, cette canalisation des indices dans des bandes de fluctuations qui n'ont pas changé depuis des mois maintenant. Oui, c'est vrai, depuis les faillites aux États-Unis, le mois de mars, donc, qui a un peu changé la donne, qui a permis de rebondir et de rester, en tout cas en Europe, sur les mêmes niveaux à peu près. On a encore vu un exemple il y a quelques séances, où on est venu rebondir sur le bas du range, et puis potentiellement on peut aller chercher maintenant le haut du range, comme on le voit depuis mars. Il n'y a pas de barrière pour le moment, on l'a vu, les risques étaient plutôt tournés sur les données américaines la semaine dernière, qui sont plutôt satisfaisantes du point de vue des marchés. Et donc maintenant, on a quelques statistiques, notamment les PMI des services, qui seront surveillés cette semaine, mais qui pourraient permettre de poursuivre ce rallye, puisque en tout cas ce rebond dans le range, et donc justement d'aller chercher ce haut de range. On est plutôt sur les 16 300 points sur le DAX notamment. Donc pour le moment, on attend soit une information qui pourrait amener à la cassure par le bas, ou au contraire une confirmation qu'on va vers un soft landing, que la BCE ou la Fed va maintenant baisser ses taux l'été prochain. Donc on est dans l'attente d'avoir une information, les marchés qui change la donne. Plutôt, aller chercher du positif, ou au contraire aller repartir à c'est-à-dire qu'il y a face aux inquiétudes, il y a des facteurs de résilience qui permettent de justifier cette logique de range, cette consolidation
qui dure depuis des mois, encore une fois, Vincent. Tout à fait. C'est rare d'avoir des périodes aussi longues, peut-être même de digestion comme ça. Et c'est vrai que quand on reprend un peu l'année 2023, le mouvement de hausse en Europe s'est fait sur quelques semaines en début d'année, avant cette longue phase de digestion jusqu'à aujourd'hui, début septembre. Justement, oui. Et finalement, on a de très bonnes nouvelles. Enfin, la reprise chinoise, c'est ce qui a un peu poussé les indices européens. L'idée d'une reprise chinoise. Voilà, c'est ça. L'idée d'une reprise chinoise qui a permis de tirer le luxe sur le CAC, de tirer effectivement les sociétés exportatrices au niveau de l'Allemagne. Et puis, lorsqu'on a eu un peu ce retour en arrière sur l'économie chinoise, les risques que l'on voit encore actuellement, il n'y a pas eu de retour en arrière. Donc, lorsqu'il y a de bonnes nouvelles, les indices progressent. Lorsqu'on a des risques où on se pose des questions, on attend, on ne baisse pas. Donc, c'est plutôt positif, bien sûr, pour les marchés financiers. Mais voilà, et pour le moment, ce n'est que dans un sens. Donc, les bonnes nouvelles sont plutôt bien vues. Et puis, les mauvaises, pour le moment, on attend plutôt que de repartir en arrière. Donc, il va falloir soit une très mauvaise nouvelle du point de vue des marchés pour repartir en arrière, ou alors une confirmation, justement, peut-être les données chinoises, peut-être les mesures chinoises qui pourraient permettre de casser ce range à la hausse. En attendant, quand on prend le DAX allemand comme référence, quelle est la situation technique précise à ce jour, Vincent ? Alors, sur le bas, on le voit très bien. On est allé le tester 3 fois, encore début août, cette moyenne mobile 200 périodes, les 15 500 qui, depuis début avril, bloquent la baisse. Donc, on a eu un nouveau test. On est parti chercher de nouveaux niveaux techniques sur les moyennes mobiles 50 en noir et puis 100 périodes. Cette ancienne oblique, le support oblique qui date de décembre. Donc à la résistance tout de même, parce que c'est aussi le plus haut qu'on a vu fin juillet. Donc une résistance importante, mais il n'y a pas d'ombre pour le moment au tableau. Et donc on pourrait dépasser ce niveau. Au-delà des 16 000, on part une nouvelle fois vers ce haut de range. Donc pour commencer les 16 300, voire nos 16 500 là-haut. Donc c'est un niveau tout de même technique important. On a certaines données, beaucoup moins de statistiques que l'année dernière, que la semaine dernière. Mais les PMI pourraient peut-être jouer le rôle, ou Christine Lagarde qui parle aujourd'hui et demain. Donc voilà, les niveaux, c'est les 16 300. Si on le dépasse, c'est les 16 000. Si on le dépasse, on va chercher nos 16 300. Si on retourne en arrière, retour sur le bas du range, à nouveau, les 15 500 points. Effectivement, en termes d'agenda, la semaine macro, les indicateurs attendus cette semaine seront un peu moins forts, on va dire, que ceux qui ont été publiés la semaine dernière. On aura les deuxièmes estimations, effectivement, des enquêtes d'activité dans les services. On a eu la balance commerciale en Allemagne. Quelques banquiers centraux, évidemment, prendront la parole tout au long de la semaine. Les prochains chiffres importants, ce seront l'inflation aux États-Unis, mais je crois que c'est la semaine prochaine. Et puis ensuite, on part sur les réunions de Banque centrale, 14 septembre pour la BCE et 19 et 20 septembre pour la Réserve fédérale américaine. Justement, côté américain, que tire de la situation de celui qui est l'indice leader incontesté, incontournable de cette année 2023, le Nasdaq, Vincent. Tout à fait, le Nasdaq 100 qui est tiré par les valeurs technologiques, qui elle-même tire un peu tous les marchés. Le range, tout de même, se forme depuis beaucoup moins de temps. On est ici sur le mois de juillet, où on a tapé un point bas. On attendait peut-être cette configuration graphique d'ETE, épaule, tête, épaule. Et puis finalement, c'est une nouvelle cassure de la moyenne mobile 50 périodes. On n'est pas resté longtemps dessous. Et les précédentes que l'on a vues, les franchissements à la hausse de cette courbe noire, a amené à une nouvelle accélération haussière. On va surveiller si effectivement on peut aller dépasser les plus hauts. Sur la gauche, on voit les plus hauts historiques qu'on a atteint en fin 2021. Est-ce que le dépassement justement des plus hauts récents amènerait à un nouveau plus haut historique, ou en tout cas se rapprocher de ceci? Pour le moment, on surveille la validation, donc à partir de demain, puisque les marchés sont fermés aujourd'hui aux États-Unis, de la moyenne mobile 50 périodes. C'était nos plus hauts également de mars 2022, les 15 280 qui jouent un rôle important. Si on revient dessous, ce serait un risque de revenir sur notre oblique, sur la moyenne mobile 100 périodes, sur nos 14 700 points. Mais si on reste au-dessus, c'est bien parti pour aller chercher d'abord cette oblique, les 15 700. Au-delà, on peut à nouveau parler de plus haut historique éventuel. Mais pour le moment, ce sera demain. Il faut valider ce dépassement qui paraît bien parti de la moyenne mobile 50 et d'aller chercher pas d'ombre de la même façon les 15 700 points. Est-ce que le sort du Nasdaq dépend toujours autant de ce groupe de valeurs? Alors on identifie 7 valeurs qu'on appelle les 7 magnifiques aujourd'hui, ça peut être 5, ça peut être 10, bref, est-ce qu'il y a toujours cette histoire de concentration autour de quelques valeurs emblématiques, Nvidia en tête, on parle des GAFAM également derrière Nvidia aujourd'hui, ou est-ce que cet été la participation ou la hiérarchie a pu évoluer au sein du Nasdaq? Pas vraiment, certaines valeurs
valeurs sont tout de même un peu achetées, en profitent également. On a vu au-delà des 7 magnifiques, eh bien les mêmes stocks aussi qui en profitaient, qui ont beaucoup moins de poids, bien entendu. Donc un peu plus d'actions à profit, mais qui tirent finalement parce que leur proportion est importante dans l'indice, même s'il y a eu une réévaluation pendant l'été, ça n'a pas changé grand-chose. Et donc, voilà, lorsqu'on voit Apple, Nvidia qui montent, eh bien, on peut s'attendre à une poursuite de la hausse. Donc, c'est quand même tiré par ces valeurs. Apple a baissé, à une correction raisonnable et puis est reparti à la hausse immédiatement, et donc on peut retrouver cette baisse sur le Nasdaq 100 et puis ce rebond haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors le trou d'air du Nasdaq au début d'été, effectivement on le voit bien sur votre graphique, mais on voit surtout le mouvement de reprise qu'il y a eu très vite derrière, Vincent, en V. Tout ça s'est fait avec des taux aux États-Unis, des taux longs notamment, qui n'ont cessé de progresser tout au long de l'été. Les taux réels ont augmenté aux États-Unis, les taux longs, le 10 ans est allé chercher 4,30 et quel. On n'est pas très loin de ces niveaux-là, autour de 4,20. Alors le marché est fermé aujourd'hui aux États-Unis, mais voilà, la dernière marque vendredi du 10 ans américain, c'est 4,18. Donc on reste quand même sur des niveaux plus élevés que ce qu'on connaissait au cours du mois de juin, par exemple. Oui, tout à fait. Même les marchés sont au-delà de lorsqu'on avait des taux à zéro, finalement. Oui. Donc, on a des valorisations qui sont au-delà. Donc, on se demande si les taux, finalement, ont un impact pour le moment. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu différente éventuellement des autres cycles de hausse, parce qu'on a eu beaucoup de soutien budgétaire, parce qu'il y a eu des injections extrêmement importantes, dues au Covid notamment, le rattrapage. Donc, c'est une situation tout de même un peu inédite. Mais effectivement, pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc, au-delà, eh bien, de l'impact de la hausse de taux sur le coût du crédit, etc., eh bien, les gérants ou les investisseurs ne voient pas vraiment l'intérêt d'aller sur des taux à 4,5% sur les 10 prochaines années. Donc, ce qui montre qu'ils ne voient pas réellement de risque sur les actions pour le moment. Mais si un risque venait, il est fort probable que eh bien, le passage sur les obligations soit assez important. Mais pour le moment, comme on le voit sur les indices européens, on attend de voir si la situation s'améliore. Et tant qu'il n'y a pas de risque excessif, malgré une légère hausse du chômage, tant que ce n'est pas drastique, eh bien, probablement que les actions pourraient rester privilégiées par rapport aux obligations. Des positions qui évoluent assez peu. Une manière de suivre ça aussi, c'est l'indice VIX, l'indice de le ratio effectivement des options sur le marché américain, qu'on a baptisé l'indice de la peur, qui montre justement qu'il n'y a pas de peur aujourd'hui. On est autour de 13 sur le VIX aujourd'hui, qui est une zone, alors c'est pas les plus bas historiques, mais qui est une zone quand même de relative sérénité pour les investisseurs. Il y a des ventes de VIX importantes, en tout cas des contrats. Là, si on voit vend la volatilité aujourd'hui sur le marché. Tout à fait. On voit cette baisse, le VIX a monté de la même manière et puis est redescendu tout aussi sec. Donc durant 5 séances d'affilée, eh bien, on a une vente importante. Le vendredi, on observe d'autant plus de ventes sur les contrats sur le VIX. Donc les investisseurs savent très bien que si le VIX venait à monter, très probablement cela, eh bien, amènerait de la peur, comme vous le disiez juste avant. Donc ça fait partie finalement de la gestion de portefeuille de s'assurer que le VIX reste assez bas. On est sur des niveaux eh bien, quasiment les plus bas qu'on n'a pas vu depuis 2018-2019. À l'époque aussi, il y avait cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On avait beaucoup de volatilité sur les marchés, mais le VIX tendait à être au plus bas avant, bien sûr, cette explosion durant la crise du Covid. Donc voilà, le VIX est très surveillé, mais tant qu'il reste assez bas, et puis ça permet de poursuivre cette hausse. Un mouvement qui n'est pas passé inaperçu depuis quelques jours, c'est la remontée en flèche des matières premières dans leur ensemble, et notamment du pétrole, assez visible sur ce graphique. Vincent, qu'est-ce qui se passe sur ces marchés du pétrole? Vous prenez le WTI comme référence, c'est ça, le brut léger américain comme référence, oui, à plus de $85. Tout à fait, une grosse hausse sur le pétrole. Maintenant, depuis juillet, près de 30% depuis début juillet sur le pétrole. Donc, au-delà de l'évolution, eh bien, faut rappeler que la baisse de l'inflation est principalement due à la baisse de l'énergie, mais c'est compensé par cette baisse de prix à la production qu'on voit en Europe, qu'on voit en Chine, etc. Mais tout de même, ça commence à être important. 30% de hausse sur les précédents mois, ça va probablement se voir à la pompe et donc sur l'inflation probablement. Ici, on a, eh bien, d'une part le soft landing, ou en tout cas pas de récession, donc pas de baisse drastique de la demande de pétrole ou d'énergie, donc pas de raison que cela baisse. On a les baisses de production en plus de l'Arabie Saoudite qui pourraient s'étirer jusqu'à octobre. Donc une baisse de l'offre, la demande qui a priori les perspectives ne baissent pas, donc plutôt positif. Et puis petit à petit ce rebond de la Chine, donc on l'a vu au début d'année, n'a pas forcément beaucoup joué, mais si on se dit que les mesures eh bien, commencent à avoir un effet, ou en tout cas vont avoir un effet dans les prochains mois, eh bien la demande de pétrole va probablement
fortement augmenter, tiré un peu par la Chine. Donc pas de risque de récession, de ralentissement, une baisse de la production, probable déficit donc sur le marché du pétrole, donc aucune raison que celui-ci baisse. En revanche, attention si cela se poursuit avec l'inflation et les problèmes qu'on avait il y a maintenant un an. Si on revient un an plus tôt, on n'est pas loin des prix actuels ici que l'on a. Donc voilà, même s'il y a une compensation sur la Chine et la baisse de la production, un pétrole à 85, 90, 95 dollars, ça commencerait à être un peu difficile pour la Fed, ou en tout cas pour l'évolution de l'inflation. Les 85 dollars, en tout cas, à suivre au niveau technique. Sous les 83, eh bien, on invalide, mais tant qu'on se tient au-delà des 83, qu'on a cette narrative positive sur l'économie, on peut aller chercher nos 90 dollars. Attention au retour du facteur matière première peut-être dans l'équation inflationniste pour les banques centrales. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois qui était avec nous en ce début de semaine, en ce lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, à retrouver en direct à 13h30 sur Bismart TV et en replay dès le début d'après-midi sur bismart.fr. Vincent Bois, analyste chez IG, était avec nous en plateau. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Quelques mots de la macroéconomie également en ce début de semaine, après une semaine qui aura été chargée en indicateurs statistiques, notamment pour le marché du travail américain. C'est François Cabot qui est avec nous en visioconférence, économiste senior, zone euro chez AXA IM. Bonjour François, merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais commencer quand même avec les données qu'on a eues la semaine dernière sur le marché du travail américain, qui est observé de près, qui est évidemment un facteur clé pour la dynamique désinflationniste qu'on observe aux États-Unis depuis quelques temps maintenant. Tout le monde s'accorde à dire que le marché du travail, sous différentes mesures, est en train de refroidir. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites également, François ? Et est-ce que ce refroidissement est suffisant pour permettre désormais une pause peut-être définitive de la Réserve fédérale américaine ? Et est-ce que ce refroidissement reste compatible avec l'idée d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine ? Oui, alors refroidissement, c'est sûr, on a même si une surprise à la hausse sur les payrolls d'août, elles ont été largement compensées par des révisions à la baisse sur les derniers mois. Donc, en 3 mois, on a effectivement un ralentissement avec un des gains d'emploi au plus faible depuis 3 ans et demi. Donc là-dessus, c'est clair que le ralentissement est à l'œuvre. En plus, on a un taux de chômage qui est monté un petit peu, avec un taux de participation qui aide également de ce côté-là. Donc là-dessus, c'est sûr que de ce point de vue, ces mesures-là, on n'a aucune raison d'attendre des hausses supplémentaires de taux de la part de la Fed, ce qui est en ligne avec nos prévisions, effectivement. Par contre, de dire que ceci est le nouveau statu quo et qu'on va rester dans cette situation relativement confortable, c'est peut-être un peu trop s'avancer. Il y a pour 2 raisons. D'une part, on a une croissance des salaires qui est quand même qui est modérée, mais qui est plus élevée que l'objectif, notamment dans un cadre où la croissance de l'emploi est relativement forte. Du coup, ce qui génère une productivité très faible. Donc, en termes de coût unitaire du travail, on est quand même un peu au-delà de l'objectif de la Fed de ce côté-là. Donc, même si c'est pas forcément un argument pour remonter les taux à court terme, ça va très clairement garder le ton hawkish de la Fed à court terme, et qui pourrait donner lieu à une hausse de taux supplémentaire si on n'a pas effectivement des salaires qui se modèrent eux-mêmes à la suite du marché de l'emploi. Donc attention de ce côté-là. Et puis l'éternel, effectivement, vous y avez référence, l'éternel quelque part surprise à la hausse du côté de l'économie américaine, qui surprend trimestre après trimestre, que de notre côté, nous ne voyons pas perdurer également. Donc après un troisième trimestre qui est plutôt bien commencé, celui-ci devrait, enfin en tout cas, on devrait terminer l'année en contraction, même si limité. Donc c'est plutôt un rebond temporaire qu'on a là. Mais par contre, si effectivement on est encore surpris à la hausse du côté de la croissance américaine, celle-ci pourrait donner lieu finalement à un ralentissement trop faible quelque part du marché de l'emploi, et donc avec des salaires qui pourraient rester relativement élevés et qui pourraient donner lieu effectivement des hausses de taux supplémentaires de la côté de la Fed. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir et on est sur un sentier qui paraît équilibré, et en tout cas sur lequel il n'y a pas besoin de revenir. Autant effectivement se projeter jusqu'à même mi-2023 ou fin 2024 comme ça, fin 2024 pardon, ça paraît un peu trop en amont pour finalement donner le fin mot à cette résilience de l'économie américaine, et que la Fed n'est pas finalement à poursuivre le pas et à remonter les taux encore une fois.
pour vous, conjoncturellement parlant, il y a un trou d'air dans l'économie américaine qui sera visible au 4e trimestre avec potentiellement une marque de PIB en contraction sur cette fin d'année. Oui, alors effectivement, d'une part, les ISM services, là, cette semaine, comme ça a été mentionné par Vincent, seront importants pour voir effectivement séquentiellement où est-ce qu'on en est. Ils étaient plutôt en phase de décélération, donc si on reste dans cette dynamique-là, tout ça serait cohérent. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que une grosse partie, enfin la majeure, l'explication principale quelque part quand on fait le nowcasting américain qui tourne entre 3% et 5% selon les différentes mesures qu'on veut prendre aujourd'hui, donc en rythme trimestriel non annualisé. Donc c'est plus qu'une résistance, hein, c'est une économie qui est booming. C'est en fait des données de consommation en tout début de trimestre, hein, sur juillet notamment, qui ont été très fortes. Et là-dessus, on peut se poser effectivement la question de est-ce que ceci est tenable véritablement, compte tenu effectivement d'une économie et notamment d'un marché de l'emploi qui lui-même séquentiellement est plutôt en phase de ralentissement. Donc pas effectivement d'atterrissage forcé et difficile à l'horizon. Par contre, effectivement, ce rythme de croissance-là n'est clairement pas soutenable de notre point de vue. Et donc, la perspective d'avoir un ralentissement qui continue au fil du 3e trimestre et qui va se matérialiser au 4e trimestre vers une contraction mineure, paraît une autre scénario de base chez nous, tout à fait. L'économie est faite de petites histoires, ce qui explique la très bonne tenue en partie des dépenses de consommation aux États-Unis à travers l'été. Enfin, c'est ce que j'ai lu des analyses des économistes. Alors, il y a l'effet Amazon parce que je crois qu'il y a eu un Prime Day, enfin une journée Amazon très très forte, effectivement, en termes de discount et en termes de consommation. Et puis, il y a eu l'effet Barbenheimer, comme on l'appelle aujourd'hui, la sortie de quelques gros blockbusters au cinéma, la tournée de Taylor Swift également. Enfin, c'est typique d'une économie de loisirs, mais c'est ce qui se retrouve dans les chiffres macroéconomiques, François. Voilà, c'est vrai. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on est sur une dynamique du taux d'épargne en baisse, hein, aux États-Unis. En termes d'accumulation du taux d'épargne, de l'épargne accumulée durant la crise Covid, celle-ci a été pour une bonne part mangée. Donc finalement, ce qu'on peut en tirer sur le 4e trimestre, c'est que est-ce qu'on va encore piocher dans l'épargne s'il en reste encore suffisamment pour le 4e trimestre et du coup la consommation reste à flot et on a effectivement pas de contraction, ou alors effectivement, quid de ce marché de l'emploi qui ralentit, qui peut générer des craintes de confiance et au contraire, quelque part, à partir à l'opposé et générer une hausse du taux d'épargne, épargne de précaution, attention à un ralentissement de l'économie et qui effectivement plutôt notre scénario privilégié dans la mesure où on est de mémoire autour de 3,5-4% de taux d'épargne des ménages américains, qui est revenu largement dans les moyennes historiques, voire un peu plus faible. Et dès lors, voir celui-ci diminuer encore pour consolider la croissance paraît compliqué. Donc, mais effectivement, ça reste une possibilité qui est, voilà, on a été surpris depuis plusieurs trimestres. Mais aujourd'hui, quand même, on a quand même un ensemble de données, marché de l'emploi, de l'activité. On ne peut pas être complètement réjoui de ce qui se passe dans le reste du monde non plus. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que même si l'économie américaine est principalement orientée sur elle-même, ça reste quand même des arguments qui coïncident et qui rassurent quelque part sur ce ralentissement qui devrait se matérialiser d'ici la fin de l'année. Que dire de la zone euro, François? On a le sentiment, et même un peu plus, hein, c'est vrai qu'on a regardé les enquêtes d'activité, on aura encore des données définitives là, pour les PMI zone euro, mais on a le sentiment quand même que l'été a plutôt généré une panne de croissance, de dynamique, avec à l'arrivée un niveau d'inflation qui n'a pas tellement changé ces 2-3 derniers mois en zone euro, une inflation cœur qui reste scotchée à plus de 5% notamment, plus élevé, bien plus élevé que ce qui est observé aujourd'hui aux États-Unis par exemple. Oui, tout à fait. Et puis même, quelque part, ça a peut-être même commencé un peu avant, dans la mesure où, grâce ou à cause des révisions de PIB du deuxième trimestre, notamment en Irlande et en Italie, on avait une estimation préliminaire de la zone euro qui était à 0,3, un tout petit 0,3, hein, 0,26. Et c'est pas tout à fait exclu qu'on puisse tomber à 0,1, donc à cause de ces révisions à la baisse du PIB irlandais et du PIB italien la semaine dernière. Donc effectivement, déjà un tableau qui est un peu moins joyeux que celui qui pouvait être
être dessiné il y a quelques semaines ou quelques mois. Et effectivement, les enquêtes entre-temps font état effectivement, et là c'est rassurant, hein, à la fois les PMI et l'enquête de la Commission européenne, quelque part qui donne un signal relativement cohérent de secteur de services qui se détériore et qui quelque part suivent le ralentissement, mais qui date depuis plus longtemps sur le secteur du manufacturier. Donc effectivement une économie qui est pas très bien orientée, mais c'est pas catastrophique non plus. Et ce qui fait que ce n'est pas catastrophique, un peu à l'image de ce dont on discutait pour l'économie américaine, c'est que oui, les intentions d'embauche sont en ralentissement, mais ce n'est pas le trou d'air total non plus. Donc on est complètement dans ce scénario de stagflation que nous avons dessiné en début d'année, avec effectivement une inflation et surtout une inflation cœur, comme vous le mentionniez, qui a été encore et qui reste encore très 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 élevée, très loin de ce que pourrait être une cible autour de 2%, hein, même si le cible de la BCE est sur l'inflation totale, et effectivement une stagnation économique qui paraît pour durer. Quelles sont les données auxquelles la BCE va se raccrocher le plus pour former sa décision du 14 septembre prochain, François? Alors, je crois qu'effectivement, hein, il y a manifestement quelque part un changement de narratif, hein, avec l'évolution du cycle conjoncturel, qui est donc à la fois le deuxième trimestre avec sa révision à la baisse et le troisième trimestre tel qu'il est embarqué vont arriver en dessous, assez largement en dessous de ce que la BCE prévoyait en juin. Donc là-dessus, et ce à quoi peut être ajouté le cumul des hausses de taux précédentes, hein, donc effectivement l'aspect backward looking, on regarde ce qu'on a fait et ce qui s'est passé, et peut-être qu'on est un peu en dessous de ce qu'on prévoyait. Et donc ça, effectivement, c'est des éléments qui vont être clés et qui ont été mentionnés dans les minutes de la semaine dernière, dans le discours de Schnabel et également de la semaine dernière. Donc ça me paraît assez évident. Et ceci viendrait quelque part un peu à l'opposé de ce qui était mis en avant en juin. C'était principalement le marché du travail, principalement les pressions sous-jacentes, alors que là, on a été plutôt surpris à la hausse, autant sur les salaires que sur l'inflation sous-jacente elle-même, et donc, du coup, qui donnerait lieu, a priori, plutôt pour une hausse d'auto. Donc, c'est un peu compliqué de voir où va se situer le curseur, même si, de ce qu'on a pu en comprendre là dans les dernières interventions, et c'est là où justement le discours de Christine Lagarde d'aujourd'hui et des autres interventions de banquiers centraux vont être clés pour voir justement où est-ce qu'ils mettent le curseur, tout en sachant qu'il y a quand même une donnée également très importante qui va tomber demain, c'est les anticipations d'inflation des consommateurs dans l'enquête de la BCE qui tombe demain matin. Et donc, et ça, c'est effectivement clé pour voir à quel point est-ce que, notamment à horizon 3 ans, est-ce qu'il y a une convergence ou au contraire une résistance des anticipations d'inflation à redescendre vers les 2%, tout en sachant que le dernier point aujourd'hui est à 2,3% à horizon 3 ans. Donc, est-ce qu'on reste là, augmenter, je pense pas, ou alors est-ce qu'on peut continuer à converger pour assurer effectivement la BCE qu'elle est sur le bon chemin, peut-être. Mais effectivement, là, les prochaines 24-48 heures vont être clés juste avant la période de silence pour voir un peu le ton et effectivement les indicateurs privilégiés, tout en sachant que si on s'en tient à ce qui a été raconté assez vigoureusement en juin pour la hausse de taux en juin et en juillet, sur le marché de l'emploi, on devrait quand même avoir une dernière hausse de taux, et c'est notre scénario de base chez nous, effectivement. 25 points de base donc qu'on peut prédire, en tout cas c'est votre call chez AXA pour la réunion du 14 septembre de la Banque Centrale Européenne. Quelques prises de position, quelques déclarations et quelques discours de banquiers centraux avant effectivement une période de blackout, de non-prise de parole, une semaine avant la décision du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup François. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence pour ce décryptage macroéconomique en ce début de semaine. François Cabot qui était avec nous, économiste senior zone euro chez AXA IM.